Pendant des années, il a opéré dans l'ombre. Personne ne savait son nom. Mais ce gars-là, il a fait trembler tout le système financier mondial. Il s'appelait Navinder Singh Sarao, mais pour les marchés, il était juste une anomalie, un parasite. Ce gars, tout seul, a fait sauter des milliards. Il a déclenché un crash éclair, le plus rapide de l'histoire, qui a choqué les traders du monde entier. Et quand les autorités ont enfin compris, il était déjà trop tard. C'est l'homme qui disait vouloir battre le système, celui qu'il détestait tellement. Mais avant de devenir le cauchemar de celui-ci, Nav, c'était juste un mec. Un mec comme toi, comme moi, un mec simple que personne ne regarde. Quand t'es né à Delhi, en Inde, dans une famille qui gagne à peine de quoi remplir le frigo, t'as pas beaucoup de chance de finir millionnaire. T'as pas le bon nom, pas le bon réseau, pas le bon pays. Et pourtant, c'est de là que vient Nav. Nav, un gars qui avait l'air banal, mais qui d'ici quelques années allait mettre les géants de Wall Street à genoux. Sa famille vient d'un quartier où les gens se partagent une salle de bain pour 8. Pas de vacances, pas de futur, juste de la survie. Mais un jour, il décide de tout plaquer, direction l'Angleterre, juste dans l'espoir d'offrir une vraie chance à leur fils. Ils atterrissent à Hounslow, un coin paumé, gris, sous les avions, avec des maisons collées l'une à l'autre qui tremblent à chaque décollage. Et c'est justement pour cette raison qu'ils ont acheté cette maison, car les prix étaient très bas, parce qu'ils étaient juste à côté d'un aéroport. Pas cher, pas joli, mais c'est là que tout commence pour le monstre qu'allait devenir Nav. Le temps passe et on arrive en 2001. Nav vit toujours chez ses parents et va rentrer bientôt en université. Il entre précisément en fac de sciences numériques et maths. En gros, il va toucher à tout ce qui est programmation informatique, un domaine où tu peux apprendre à manipuler les systèmes, comprendre comment les chiffres bougent et comment les équations gouvernent le monde. Mais très vite, il sent que ça colle pas. Pas qu'il comprend pas, non, il comprend trop bien, mais ça vibre pas. Il n'y a pas ce truc, cette adrénaline, cette obsession. Ces études, c'était pas une passion, c'était simplement un plan B. Vous savez, ce genre de choses que vous faites parce que vos proches vous disent que c'est stable. Un chemin qu'on te montre pour pas que tu sortes de l'eau, mais qui te fait surtout rentrer dans des cases. Malgré ça, comme à l'université ça coûte cher, il prend une coloc. Un truc à 3 dans un appart miteux, loin du campus, avec des vieux meubles et des murs qui sentent l'humidité. Et puis, un soir, en rentrant, il voit un de ses colocs sur le canapé. Le mec sort une liasse de billets, des vrais, des épais. Pas genre 40 livres d'une petite monnaie, des centaines de milliers de livres. Nav bug. Il regarde et lui sort « T'as vendu un rein ou quoi ?» Le coloc rigole et lui dit un truc qui va lui retourner le cerveau. J'ai mis mon prêt étudiant sur un broker et je trade le marché américain. En Angleterre, t'as pas de bourse étudiante. T'as des dettes parce que tu dois toi-même te financer tes études. Certains étudiants flippés par leur avenir et finissent par tout mettre sur la bourse sans rien y connaître. C'est comme si tu misais toute ta carrière sur un pile ou face. Nav ne comprend pas comment c'est possible. Comment quelqu'un en université peut risquer autant et venir parier autant sur le marché. Il se dit « Toutes ces personnes réussissent, pourquoi pas moi ?» Sauf que Nav, lui, il n'a pas de capital, pas de mentor, et il ne va sûrement pas se faire un prêt pour tout miser sur quelque chose qu'il ne connaît même pas. Ce qu'il a, lui, c'est juste un vieux PC, une chambre qui pue la moquette et un besoin viscéral de changer sa vie. Alors, il se met à apprendre comme un malade. Il colle des post-it sur les murs, note tout, relit tout. Son écran devient une map mentale géante. La clé, FIFA. Ce que les autres ne savent pas, c'est que Nav est un fric du détail. À l'université, c'est un fantôme. Mais sur FIFA, le jeu de foot, c'est une légende. Top 200 mondial. Et ce qu'il adore dans ce jeu, il dit lui-même « Tu sais ce que j'adore dans FIFA? C'est que chaque joueur a sa petite habitude, ses petits timings, des choses qu'il répète par-ci par-là. Et si tu les observes assez longtemps, t'as pas à être plus rapide, t'as juste à être plus malin. » Et c'est une vision qui gardera très longtemps. Vous comprendrez pourquoi. Il ouvre son premier compte de trading. Il se crache, il perd, il rage et recommence. Et surtout, il observe. Chaque soir dans sa chambre, pendant que les autres matent des séries, lui traque des comportements sur des graphiques. Nav, c'est pas un génie. C'est juste un mec normal qui a choisi de devenir dangereusement obsédé. On est en 2003 et Nav est retourné vite chez ses parents. 2 ans sont passés et maintenant Nav est prêt à entrer dans l'arène. Un jour, alors qu'il bosse sur un petit job pour aider ses parents, il tombe sur une annonce. Juste une phrase. Nous recherchons des traders déterminés qui savent travailler sous pression. Pas besoin de diplôme, pas besoin de grosse renommée, juste la rage de vaincre. Nav clique sur l'annonce et postule. Quelques jours plus tard, on l'appelle. IDT, c'est pas Goldman Sachs. C'est pas des employés en costume à 3000 €. C'est une salle mal éclairée, remplie de gars en jogging, avec un café froid à la main et les yeux explosés par les écrans. Imagine Peaky Blender, mais au lieu de vendre du whisky, ils parient sur des actions. Des mecs prêts à t'écraser si tu leur fais perdre une seconde. Et pour y rentrer, il n'y a pas de CV en papier glacé. Tu dois juste passer 3 épreuves. 3 filtres qui servent à une seule chose, distinguer les nerveux
des touristes. Test numéro 1, test mental. Réflexe, calcul mental sous pression. Test numéro 2, reconnaissance de pattern. Identifier des comportements de marché dans des graphiques sans contexte. Test numéro 3, entretien final. Face à face avec un ancien trader qui a vu 100 gars comme toi passer et échouer juste avant toi. Nav n'a rien à perdre et à son habitude, il reste calme, froid. Il en veut plus que les autres. On le sent. Et quelques jours plus tard, il se retrouve dans un bureau gris, bruyant, surchauffé, entouré d'une vingtaine d'autres recrues. C'est pas un open space, c'est un véritable champ de bataille. Ils sont là pour apprendre à trader 8 heures par jour, pas de pause, pas de compassion. Tu perds, tu dégages. Tu gagnes, tu restes avec nous. Nav n'aime pas les gens. Il n'aime pas le bruit, mais il aime les marchés. Alors, il s'adapte. Il s'enferme dans un casque, il trace une bulle autour de lui et devient un fantôme dans la salle. Ses collègues le décrivent comme absent-minded, ce qui veut dire qu'il est toujours ailleurs, toujours focus. Nav trade comme il joue à FIFA. Il ne lit pas les graphiques comme les autres, il ne cherche pas les patterns, il cherche les failles des comportements humains. Pour être le plus précis possible, Nav choisit un seul marché, le E-mini S&P 500. Le E-mini S&P 500, c'est un contrat à terme sur l'indice boursier le plus suivi du monde. En gros, tu paries sur la direction du marché américain et tu peux le faire avec de l'effet de levier. Ce qui veut dire que tu peux risquer encore plus de ton capital et que tu peux donc gagner encore plus et parallèlement perdre encore plus. Chaque jour, il arrive à 14h, parce que c'est à cette heure-là que les marchés américains ouvrent. Il reste jusqu'à 21h, il mange devant son écran, fait des tractions des fois quand il s'ennuie, mais il ne parle à personne. Et quand un trade part mal, il ne coupe pas, il ne met jamais de stop loss. Nav dit lui-même, je préfère laisser mes positions respirer. C'est évidemment risqué, mais pour Nav, ça paie. Parce qu'en observant les marchés comme un joueur, Nav commence à repérer les habitudes des autres traders. Leur tic, leur timing, leurs erreurs, exactement comme dans FIFA. 2005. Il décide de déménager son bureau. Direction Woking, une petite ville à 1 heure de Londres. Pas un choix de luxe, juste plus d'espace pour faire rentrer la nouvelle génération de traders fraîchement sélectionnés. La boîte tourne bien, les marchés sont au feu, mais dans les couloirs, l'ambiance change. À la tête de tout ça, Paolo Rossi, le fondateur, le boss, le CEO. Ancien trader renommé de la Citibank, il a fait sa fortune sur les contrats à terme à Londres dans les années 80. À ce moment même, il vit dans un château, roule en Ferrari et débarque chaque matin au bureau comme un parrain mafieux. Et tout ça juste pour inspirer les jeunes recrues, bien sûr. Avec lui, son frère Marco Rossi et leur associé Dan Goldberg. Les trois imposent les règles. Nav ne les respecte pas. Je veux devenir le meilleur trader du monde et ces mecs-là sont clairement pas les meilleurs. Alors pourquoi j'écouterai leurs conseils ? Il n'est pas là pour faire plaisir, il est là pour gagner. Et ça tombe bien car chaque mois, Nav explose les compteurs. Et chaque mois, il fonce directement dans les bureaux de Marco pour dire « Je veux plus de capital, je veux une plus grosse limite de risque ». Et Marco cède, à contre-cœur, parce que Nav ramène trop de fric. Mais au fil du temps, la relation s'envenime. Nav parle mal, il coupe la parole, il l'insulte à voix haute, et tout ça devant la salle entière. Il n'a peur de personne, ni de Paolo, ni de Marco, ni de Dan. Il sait très bien que personne ne peut le virer. La seule raison pour laquelle on le garde, c'est parce qu'il est trop fort, dira Marco plus tard. Et c'est vrai, Nav commence à être une légende chez IDT. Mais pas une légende qu'on admire, c'est un pitbull non dressé. Si tu lui ouvres la cage, il mord tout ce qui bouge. Et cette haine, cette rage, cette violence qu'il retire, elle ne s'arrête pas au bureau. La nuit, il devient Dat Fugazi. C'est son pseudo, son identité numérique. Une photo du Joker en guise de profil. Sur Reddit et les forums underground, il passe ses soirées à démonter toutes les théories classiques, notamment une qui déteste le plus, les Elliott Wave. Ce genre de vagues qu'on peut tracer sur ses graphiques, et il dit mot pour mot, c'est trop simple. Un gosse de 12 ans peut les lire, donc les robots aussi, c'est inutile, vous ne serez jamais rentable avec. Pour lui, tout ça c'est du folklore. Les patterns, les supports, les résistances, ça ne vaut rien face à l'analyse comportementale. Nav, il a un secret. Il ne lit jamais les chiffres. Il lit les gens. Il ne se contentait plus de lire les failles des autres. Maintenant, il voulait les forcer à en créer. 2007. Ça fait maintenant 4 ans que Nav vit dans un tunnel. Un tunnel mental. Pas de distraction, pas de soirée, pas de week-end. Chaque jour, la même boucle. 14h, il pousse la porte du bureau. Il s'assoit, enfile son casque, devant lui, le E-mini S&P 500. Ce contrat à terme sur l'indice américain. C'est son monde, son seul monde. Et le E-mini, pour la plupart des traders, c'est un actif qui bouge vite. Un contrat à terme sur l'indice le plus suivi du monde, un outil de spéculation, de panique, de fortune ou de ruine. Mais pour Nav, c'est pas juste un produit financier, c'est un langage, un système nerveux. Il en connaît les moindres réactions. Quand la Fed parle, il sait où le prix ira. Quand le pétrole bouge, il anticipe la vague. Quand l'emploi chute, il lit la peur dans le prix. Il entend les marchés respirer et là,
il entend une respiration qui s'arrête. 2007 touche à sa fin et l'économie mondiale commence à grincer. Les premiers signes sont là, discrets mais bien présents. Les banques américaines commencent à bégayer. Le crédit devient de plus en plus difficile à obtenir. Les subprimes, ces prêts accordés à des gens sans moyens, explosent à contresens. Mais Wall Street fait encore la fête. La musique est forte, les lumières brillent et personne ne regarde les fissures qui commencent à se dessiner sur le sol. Et puis vient ce jour-là, où le sol craque, 2008. Le monde ne le sait pas encore, mais il a quelques semaines de vivre l'une des pires crises de l'histoire moderne. Et Nav, lui, vient de lever le voile sur l'un des mouvements les plus étranges de sa carrière. Stocks fell off a cliff, the largest single point drop in history. Share prices continued to tumble. In a matter of days, one of the pillars of Wall One of the first banks to fail is Bear Stearns. The U.S. government asks the biggest commercial bank, J.P. Morgan Chase, to bail out Bear Stearns. Alors que tous les marchés s'écroulent, sous la pression des subprimes, le DAX, lui, semble résister. Mais pas naturellement. Quelqu'un le tient à bout de bras. Une entité invisible injecte des ordres massifs à la chaîne sans logique apparente, comme si elle voulait retarder l'inévitable. Nav observe, analyse, découpe les mouvements et il comprend un truc. Ce DAX, cet indice européen, ce n'est pas un marché qui est en train de respirer, il est sous perfusion. En regardant ce que fait le prix, il pense directement à un mec qui panique, un mec très gros, trop gros et surtout très exposé. Mais il ne veut pas rester seul sur cette intuition. Alors il appelle Bradley, alias Futex Trader Young, un ancien collègue, un survivant de l'épreuve IDT et surtout un trader qui ne trade que le DAX. Ils en parlent très vite ensemble et très vite Young confirme. C'est pas normal, le DAX est manipulé. Alors, il se lance. Il monte une stratégie de short en série sur le DAX. Pendant 2 semaines, il répète la même mécanique. Attendre que l'acheteur fantôme intervienne et le prendre à contre-pied. Encore et encore et encore. Et cette machine à cash fonctionne. Mi-janvier 2008, le compte de Nav dépasse le $1 million. Son premier million, dans le silence, sans fanfare. Juste un regard fixe sur l'écran. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le fantôme contre qui il est en train de trader n'est pas un fantôme. C'est un homme, un nom, un autre monstre. Jérôme Kerviel. Une nouvelle stratégie judiciaire plus offensive pour Jérôme Kerviel. C'est une fraude exceptionnelle dans l'histoire bancaire, près de 5 milliards d'euros de pertes. C'est lui, ce Français, Kerviel, qui tentait de sauver le DAX à coups de milliards, illégalement. Le 19 janvier, Jérôme Kerviel est arrêté et passe au tribunal. Et tout commence à coïncider pour Nav. Pendant que tout le système bancaire français implose, Nav dans son coin grandit encore et encore. Chaque bougie rouge sur le DAX, c'est un profit qui s'amplifie. Les banques se vident, Nav, lui, se remplit. Mais plus il monte, plus il commence à comprendre un truc. Il ne joue plus seulement contre les humains, mais en vérité, le visage de ses ennemis commence à changer. Au début, c'est imperceptible. Juste des petits détails. Des changements de rythme, des réactions de marché plus froides, plus mécaniques. Et puis un matin, dans la salle de trading, ça lui saute aux yeux. Les écrans clignotent comme d'habitude. Mais cette fois, toute la salle hurle. Des cris, des insultes, des mecs qui perdent leur calme, leur trade, leur repère. Tout le monde saigne, même les meilleurs. Nav regarde autour de lui et il comprend. Ce n'est pas nous, c'est eux. Quelque chose d'invisible qui est en train de gagner sur le marché. Il analyse encore et commence à assembler les pièces. Des firmes comme Jetco, Jet Trading ou encore Jane Street ne recrutent plus de traders, mais recrutent uniquement des codeurs, des gars sortis du MIT de Stanford. Pas pour faire du trading, mais pour écrire des scripts, des programmes, des bots, des lignes capables de prédire le marché à la microseconde près, de passer 10 000 ordres à la seconde, de détecter, calculer, exécuter avant même que ton cerveau ait capté le mouvement. Et à partir de là, Nav comprend. Il n'est plus en train de jouer au même jeu. Les traders humains, ils ne font plus le poids. Même ceux qui ont tout vu, tout vécu, tout gagné, se font éjecter des salles de marché. Et Nav, il les regarde tomber un par un. Mais lui, il ne lâche pas. Parce qu'il a compris une chose. Ces bots, ces robots, ils ne sont pas intelligents. Ils sont juste prédictibles. C'est des suiveurs. Si je peux comprendre leur logique, je peux les piéger. J'ai pas besoin d'aller plus vite, je dois juste savoir où ils vont. Exactement comme son habitude, avec FIFA, vous vous rappelez? Mais ce n'est pas tout. Nav sent que le système entier est en train de se refermer sur lui, que la liberté du trading est en train de s'éteindre. Et à ça s'ajoute une autre frustration. Depuis le début, chez Futex, sa salle de marché, le deal est simple. Tu gagnes, tu partages. Mais pour Nav, ce partage commence à ressembler à du vol. Il ramène des millions, mais la plupart part dans les poches du bureau. Et à cette montée de pression s'ajoute un autre poisson. Un matin, en rentrant chez lui, il ouvre une lettre sur la table. Un papier banal,
plié en deux, mais dès qu'il lit l'entête, son cœur s'arrête. HM Revenue and Custom, l'administration fiscale du Royaume-Uni. Nav est en nage. Pendant des années, il a empilé des gains, sans vraiment s'occuper des papiers. Maintenant, le fisc veut le rattraper. Et il se dit, et si tout s'écroule? Et si je perds tout? C'est plus du trading, c'est un compte à rebours. Il commence à mal parler à Marco, son supérieur direct, à lui manquer de respect devant tout le monde, encore une fois. Une fois, Marco tente de le recadrer. Nav lui répond à voix haute, « Tu veux mes résultats? Alors laisse-moi trader comme je veux. » Il pète les plombs et Marco le sait. On ne peut pas le virer, il est trop bon. Mais un jour, ça va nous exploser à la gueule. Nav est au sommet, mais il ne supporte plus les chaînes. Il veut son propre compte de trading, son propre empire. Et c'est là qu'il rencontre le diable, un certain Mr. Jesus. Mais vous allez voir, il n'a rien de sain. Un homme aux promesses trop belles pour être vrai, il lui parle de gestion de capital, de paradis fiscaux, de dettes effacées. Nav, qui est épuisé, surchargé, accumulé par le fisc, commence à écouter. Le 20 novembre 2008, le point du plus bas du S&P est atteint. La crise est partout. Le monde entier s'écroule sous le poids de la faillite de Lehman Brothers. Les banques sont au PLS, les marchés perdent pied et Nav, lui, il trace sa route. Il quitte Futex, laisse les autres derrière, trop de bruit, trop de contrôle, trop de chaînes. Ce qu'il veut, lui, c'est être libre. Alors, il trouve un nouveau broker, GNI, basé à côté de la Grande Tour de Londres, et il loue un bureau dans un autre centre de trading, CFT. Un petit local, un écran, un clavier et une chaise. Pas de logo, pas d'employé, juste Nav. Et ce matin-là, il le sent. Quelque chose va se passer. Les marchés saignent encore. Citigroup est à l'agonie, mais une rumeur commence à enfler. Le gouvernement américain va injecter des milliards pour les sauver. Nav allume ses écrans, il regarde les niveaux, il repère les failles et il rentre. Il commence à acheter des contrats sur le e-mini progressivement, méthodiquement. Tout le monde panique, lui il reste. Mais au fil des heures, le prix va continuer à baisser. Nav approche dangereusement de sa margin call. Ce qui veut dire c'est qu'il peut littéralement tout perdre. Si le marché descend encore, il est liquidé. Tout peut s'effondrer. Son téléphone sonne. Il prend l'appel. Une voix au bout du fil qu'il reconnaît, c'était son chef de chez GNI. Nav, t'es à la limite. T'es en train de cramer tout le capital. Qu'est-ce que tu fous? Nav répond d'une voix sèche. T'as regardé les marchés avant de m'appeler? Puis, breaking news. La Fed annonce un plan de relance massif. 60 milliards de dollars pour sauver la liquidité et les marchés. Et là, tout bascule. Le marché explose à la hausse, les positions de Nav s'envolent. Et ce qui devait être sa fin devient son plus gros trade. 15 millions. En un seul coup, un seul mouvement, en un seul jour. Mais il ne retire rien. Il ne prend pas ses gains. Il laisse courir le trade. Et dans sa tête, c'est pas une victoire, c'est un signal. Je peux battre ce système. Il pense à Mr. Jesus, à son plan, à la promesse d'un empire invisible, offshore, inattaquable, et il se dit, ok, on le fait. Quelques semaines après le trade des 15 millions, Nav est ailleurs. Physiquement, il est toujours à Londres, mais mentalement, il est déjà en guerre. Et cette guerre, c'est contre les robots. Si je peux pas les battre sur leur terrain, alors je vais les manipuler. Il veut une arme, pas un outil, une vraie arme de guerre pour mettre fin aux robots. Alors, le 12 juin 2009, il écrit un mail à son broker, Matrix. Dedans, il écrit point par point un logiciel qu'aucune boîte n'a jamais osé coder. Une machine sur mesure pensée pour un seul but, déjouer les algorithmes. Les fonctions demandées, hallucinantes. Affichage en temps réel du carnet d'ordre. Cancel if close. Annuler un ordre automatiquement si le prix devient trop proche. Placer plusieurs ordres à des prix différents en un seul clic. Retirer automatiquement un ordre s'il n'y a pas assez de volume. Masquer instantanément les ordres dès qu'un mini-trade est déclenché. Pour construire ce robot, Nav ne veut pas faire appel à n'importe qui. Il cherche un développeur indépendant, discret, mais redoutable. Et c'est là qu'il trouve Antonio Edrugales, un type discret, introuvable sur LinkedIn ou sur quelconque plateforme. Pas de photo, pas de CV, mais un portfolio de missions ultra pointu pour des firmes qui n'aiment pas qu'on parle d'elles. Nav le contacte, Antonio accepte. Il accepte même de faire le trajet d'Espagne à Londres pour le projet. Les deux hommes s'installent dans un bureau anonyme et pendant 2 semaines, ils bossent. Antonio code, Nav observe, donne ses idées. Très vite, la première fonction du robot sort de terre. Cancel if close. Un mécanique qui retire automatiquement un ordre s'il se rapproche trop près d'un prix clé. Sauf que, juste au moment où l'arme commence à devenir réelle, Antonio disparaît. Plus de mail, plus de coups de fil, aucune réponse. Nav panique. Il attend, il relance, mais rien. Et puis un matin, il a quelque chose qui fonctionne. Une version bricolée, mais qui marche. Pas parfaitement, mais fonctionnelle. Et ce jour-là, il passe à l'action. Un ordre massif placé stratégiquement, juste pour voir. Le carnet réagit. Les bots s'excitent, le prix se déplace, et Nav, lui, annule. Relance, re-annule son ordre. Il répète la séquence en boucle pendant un petit temps, en silence, concentré, hyper précis, et à la fin de cette session, 435 000 $ encaissés, plus que le prix de la maison de ses parents. Sans le dire à personne, il vient de confirmer que son idée fonctionne, pas juste sur le papier, dans le réel, sur les marchés. Et c'est là que son plan contre la matrice commence réellement. Sauf qu'il n'est plus seul à observer les marchés. Un détail va tout faire bousculer. Un membre du
CME, le Chicago Mercantile Exchange, la plus grande place de marché futur au monde, repère une anomalie. Un trader place des ordres gigantesques qui disparaissent sans laisser de traces. Un mirage. Certains croient à un bug, d'autres à une attaque coordonnée. Mais un nom revient encore et encore. Nav. Il reçoit un avertissement. S'il vous plaît, arrêtez cette activité. Et Nav répond. Ah, désolé, je montrais juste à un pote ce que les firmes de trading à haute fréquence font à peu près 24 heures sur 24. Du coup, vous allez aussi les sanctionner ou c'est que pour moi ce genre de traitement? Et le lendemain, il rallume le programme, comme si de rien n'était. Et c'est là que tout commence à basculer. L'économie est encore en crise. Les élections au Royaume-Uni déclenchent des émeutes. Les Grecs sont dans la rue avec un pays à 2 doigts de la faillite. L'Europe vacille comme jamais. Mais Nav, lui, est calme, trop calme. Dans son bureau, il ajuste les curseurs, il observe les réactions et il prépare la frappe à haute précision. La suite, un après-midi de mai 2010. Le 6 mai exactement. Le jour où les marchés vont s'effondrer en quelques minutes à cause d'un seul gars. Et vous savez sûrement qui c'est, Nav. Nav, c'est plus un simple trader, c'est un sniper avec un traceur qui ne lâche pas sa cible, invisible, précis et totalement inarrêtable. Et puis un jour, tout s'intensifie. Cette fois, il ne teste pas, il frappe. Il place 4 ordres de vente massives répartis stratégiquement dans le carnet. 2100 contrats évalués à plus de 120 millions de dollars. Mais ils n'existent pas vraiment. Comme d'habitude, ce sont des leurres, des fantômes, des pièges. Pendant 6 minutes, ces ordres sont placés, annulés, replacés, réannulés 604 fois. Les robots paniquent, le prix vacille, Nav regarde, il attend, il ajuste et à 16h20, il active le mode automatique. Là où d'habitude, il utilise 5 à 10 minutes, il le laisse tourner 2 heures. Résultat, 3,4 milliards de dollars de volume simulé pour 879 000 dollars de profit. En silence, sans que personne ne comprenne ce qui vient de se passer. Et puis le marché craque. Le flash crash démarre. Le S&P s'effondre de 5% en quelques minutes. Des milliards de dollars partent en fumée. Des centaines d'ordres sont liquidés instantanément. Le marché panique. Le Nasdaq et le CME déclenchent une pause d'urgence automatique. Et pendant que les analystes cherchent les coupables, pendant que les médias hurlent à l'attaque des robots, Nav lui reste calme, comme d'habitude. Il regarde l'écran, il comprend et savoure sa victoire. Ce jour-là, il n'a pas seulement gagné de l'argent. Il a trouvé que même au cœur du système, contrôlé par des machines, un seul homme, seul dans sa chambre, pouvait faire trembler la matrice. Les jours suivants, les médias s'emballent. Tout le monde cherche le responsable. Les titres s'affolent. Effondrement inexplicable des marchés. Une attaque algorithmique. Bug informatique géant. Personne ne pense qu'un seul homme dans un bureau à Londres aurait pu faire ça. Et lui, Nav, continue comme si de rien n'était. Il ne se vante pas, il ne parle pas, il trade. Pendant que les commissions d'enquête se forment à Washington, lui affine ses outils. Il améliore son programme, il change de broker. 2012, 2 ans ont passé. La tempête médiatique s'est calmée, les autorités, elles, cherchent encore. Mais dans le vide, Nav, lui, est toujours là. Toujours dans sa chambre, toujours dans l'ombre, mais son code maintenant tourne comme jamais. Il a optimisé à un point que même Antonio n'aurait jamais imaginé. Il a réussi à stabiliser la fonction du back of the book. Il a amélioré le cancel if close. Il a même automatisé certaines séquences pour les rendre encore plus furtives. Nav, c'est plus juste un excellent trader, c'est devenu un manipulateur de marché, invisible, indétectable, redoutable. Mais dans l'ombre, il n'avait pas remarqué que quelqu'un l'observait. Les régulateurs commencent à faire le lien entre ses trades et les mouvements anormaux du marché. Ils repèrent un compte, un nom, une société, MFM Securities. Et au cœur de cette société, un seul homme prend des positions massives avec un style unique, Nav. Pendant que les autorités enquêtent, Mr. Jesus continue à envoyer des opportunités à Nav. Des deals, des sociétés offshore, des promesses de rendement à 30%. Nav y croit, il déplace de l'argent, beaucoup d'argent. Avril 2015, les taux se resserrent. Le FBI, la CFTC, le SMA, les plus grandes autorités financières sont désormais sur ses traces. Ils ont identifié le compte, ils ont compris la technique. Et surtout, ils ont réalisé que le flash crash de 2010, ce chaos de quelques minutes, avait été causé par un seul homme. Un trader, seul, dans une maison miteuse en banlieue à Woodsland. I haven't done anything. Look, you've got the wrong house. I'm telling you, you're making a big mistake. 6h du matin, banlieue ouest de Londres, Nav dort. Sa mère est déjà debout, elle entend frapper, fort, et là, des hommes armés, des gilets pare-balles, mais ce ne sont pas des policiers britanniques, ce sont des agents américains. Comment c'est possible? Parce que depuis des mois, les États-Unis enquêtent sur l'origine du flash crash de 2010. Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'une partie de ce chaos, de ce jour-là, vient d'un trader indépendant basé à Londres. Un trader nommé Navinder Singh Sarao. Les US Marshals débarquent eux-mêmes, à la source, à l'origine, chez lui. Navinder Singh Sarao, vous êtes en état d'arrestation, par mandat du département de la justice des États-Unis. Nav ne dit rien, il sait, il baisse les yeux et il sort. Les flashs des journalistes, les caméras, les gros titres claquent. Un trader solitaire accusé d'avoir fait trembler Wall Street. Arrestation internationale, la City sous le choc. Quand il arrive derrière les barreaux, Nav n'est pas prêt. Pas prêt pour la violence, pas prêt pour l'isolement, pas prêt pour la chute. Il passe ses journées enfermé dans sa cellule à réfléchir, à revivre chaque ligne de code, chaque erreur, chaque trade. Dans sa tête, il y a une question qui revient en boucle.
comment j'en suis arrivé là. La trahison. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'il découvre quelques semaines plus tard. Il essaie de contacter Mr. Jesus, celui qui devait effacer ses dettes pour optimiser son capital, protéger son futur, mais Mr. Jesus ne répond plus. Alors il fouille, il fait passer ses messages, il remonte la trace, et ce qu'il découvre lui fait un électrochoc. Mr. Jesus n'est pas un gestionnaire, ni un fiscaliste, c'était un escroc, un magicien de l'offshore, un architecte des pyramides de Ponzi. Il gérait l'argent de plusieurs traders et il les a tous floués, y compris Nav. Nav comprend. Il a tout perdu, pas à cause des marchés, pas à cause du flash crash, mais à cause de la seule personne à qui lui avait fait confiance, Mr. Jesus, qui s'est avéré être le diable en personne. Les agents du FBI qui enquêtaient depuis des mois décident de changer de stratégie. Ils ne veulent pas le punir, ils veulent comprendre et mieux encore l'utiliser et lui proposent un deal. Collaborer, témoigner, expliquer. Comment il a fait? Lui seul peut leur montrer comment un homme seul a fait trembler la finance mondiale. Et Nav accepte. Il coopère. En 2020, Navinder Singh Sahau est officiellement libéré, assigné à la résistance chez ses parents, dans la même maison, la même chambre, là où tout a commencé. Un jour, on lui a demandé s'il avait des regrets. Voici ce qu'il a répondu. J'ai passé 36 ans à chercher le bonheur sur un chemin rempli de mensonges. J'ai fait ce que la société disait de faire, et quand ça n'a pas marché, je ne savais plus où chercher. J'étais complètement perdu. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il a fait des erreurs dans son parcours? Est-ce qu'il aurait jamais dû faire ça avec ses algorithmes? En tout cas, cette histoire, ça montre vraiment que n'importe qui sur les marchés, s'il est motivé, s'il est concentré, peut littéralement gagner des millions. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur les marchés, je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas pour rejoindre mon groupe sur lequel je partage au quotidien, moi, mes stratégies, ce que je fais pour gagner sur les marchés. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Casper, très bon trading à vous. Ciao.